je peux pas me défendre de certaines sympathies. Je suis plutôt de gauche, si c'est ça que vous voulez dire. Je suis plutôt de gauche. Oui, ça, je crois qu'il n'y a pas que moi qui veuille le dire. Je crois que c'est clair. Mais il n'y aurait pas la droite, on s'en apercevrait même pas. Hein. Merci d'être de retour au rendez-vous de 7 sur 7. Dans toutes les familles, la rentrée des classes, c'est après-demain, mais chez les Bedos, ça commence aujourd'hui et c'est papa qui retravaille le premier. Guy Bedos, bonsoir. Bonsoir. Merci de reprendre le collier pour nous. Ce n'est que le début de la série et ceux qui ne voudront pas vous voir ou vous entendre cet automne devront se donner du mal pour vous éviter. Dans l'ordre, apostrophe, le 29 septembre, chez Bernard Pivot, qui nous rendra tous orphelins en juin prochain puisqu'il a décidé d'arrêter ce qui fut une des meilleures émissions de télévision. Vous irez y parler de votre livre, Petite drôlerie et méchanceté sans importance, que publient les éditions du Seuil très bientôt. Voilà l'œuvre. Merci beaucoup. Voilà, le 29 septembre, donc, à apostrophe. Puis retour sur TF1 le 7 octobre dans une émission intitulée Bedos ou l'humour libre, faite de 24 ans de documents, d'interviews, de sketchs. D'après ce que j'ai compris, vous trouvez que les hommages posthumes sont par définition un peu tardifs et vous avez voulu organiser le vôtre et le savourer alors que vous êtes bien vivant. Et puis le Zénith pour 20 représentations du 10 novembre au 3 décembre avec comme toujours des textes neufs, des moins neufs, des toujours bons et vos vraies fausses improvisations sur l'actualité de ces derniers mois. C'est qu'au fil du temps et des alternances politiques successives, on a fini par dater les années Bedos. Année grise d'avant la gauche, où certains vous trouvaient un tantinet grinçant. Année rose d'après 81, où d'autres prétendaient que le mordant vous avait quitté. Année vertes et acides sous la cohabitation, où heureusement Charles Pasqua et Albin Chalandon alimentaient votre inspiration. Que sera l'automne 89? Moins de férocité, plus de tendresse, moins de pique, plus de bons sentiments. Serez-vous atteint à votre tour par la vague consensuelle qui gomme les aspérités, étouffe les conflits et noie les débats du moment dans un œcuménisme indulgent et sucré? Autrement dit, les idéologies qui, paraît-il, sont démodées, existent-elles encore pour un Bedos qui jusqu'ici s'est fait l'apôtre du devoir d'indignation? C'est une question? C'est une question. C'est-à-dire que, en fait, ça fait très longtemps, comme vous l'avez dit, que je fais ce métier, et la droite, la gauche, finalement, ça n'a pas changé grand-chose dans l'audience que j'avais, d'abord, le public qui venait me voir, ça n'est pas Je parlais pas du déterminant. succès, mais je parlais du ton. De votre oui, ton. Le ton. Autrement dit, est-ce qu'une société d'apaisement vous convient mieux qu'une société de fracture ou pas? Si je vous réponds en citoyen, je vous dirais que je n'ai pas attendu que ce soit décrété par le gouvernement et par les politiciens pour être assez consensuel dans la vie. Je veux dire que, comme tout le monde, je connais des gens qui ne votent pas comme moi et que j'aime beaucoup. Et inversement, il y a des gens qui sont plutôt proches de moi pour certaines idées et que je trouve absolument infréquentables. Il y en a que nous connaissons, que nous avons en commun d'ailleurs. Bon, sur scène, je fais mon travail. Moi, je ne suis pas un politique, vous savez. Je suis un clown. Je suis un clown politique. C'est-à-dire que j'essaie de faire rire, de faire du drôle avec du triste. Et je montre le miroir, aussi bien pour le quotidien des gens, leur vie, hein, parce qu'il n'y a pas que la politique dans mon spectacle. C'est pas un meeting. Hein, je fais une revue de presse qui dure à peu près 3 quarts d'heure, et le spectacle fait 2 heures, 2 heures et quart. Le reste, c'est du théâtre. J'écris, je joue. Quelquefois, c'est Dabadi, mon copain, qui m'épaule un peu. Je ne parlais pas de ce qu'on appelle les textes. Et les... Oui, alors, oui, voilà, la gauche, la droite. De toute façon, je les allume tous. Oui, en fait... C'est ça le consensus pour moi, c'est de pouvoir... Je regarde, c'est pas systématique. Évidemment, je ne tape pas sur le gouvernement, c'est pas le café du commerce. Je peux pas me défendre de certaines sympathies. Je suis plutôt de gauche, si c'est ça que vous voulez dire. Je suis plutôt de gauche. Oui, ça, je crois qu'il n'y a pas que moi qui veuille le dire. Je crois que c'est clair. Mais il n'y aurait pas la droite, on s'en apercevrait même pas. Hein. Non, mais pour poser la question différemment, est-ce que ça existe encore pour vous, la gauche et la droite, ou est-ce que ceux qui pensent ça ont 10 ans de retard? Ça existe. Moi, c'est dans le regard de certains hommes de droite que je vois que la gauche existe. Est-ce que d'ailleurs, paradoxalement, vous prenez pas un peu vos distances? Je crois que pendant la dernière campagne présidentielle, vous faisiez dire à un militant, vous disiez, j'ai rencontré un militant qui m'a dit, je vote Mitterrand les yeux fermés depuis si longtemps, maintenant en plus je me bouche les oreilles. Oui, c'était une blague.
Mais certaines de vos blagues, curieusement, elles sont prises au premier degré par ceux on a tort. qui sont concernés. C'est vrai que, bon, on peut pas... C'est ma seule sortie politique véritable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, moi, je ne milite pas. Vous savez, je ne suis pas au Parti socialiste, je ne suis pas au Parti communiste, je ne suis pas au parti, je suis dans aucun parti. Je ne reçois mes ordres de personne, je suis un homme libre, et je suis beaucoup plus libre qu'un ministre. Ah, je peux ouvrir ma gueule, moi, contrairement à Chevènement, qui devrait la fermer quelquefois. Mais voilà. Donc là, c'était... Bon, mais il y a une chose que je fais, à peu près tous les 7 ans, je soutiens Mitterrand. Et j'appelle à... Voilà, je vote Mitterrand, et j'appelle à voter Mitterrand. Parce que c'est mon président préféré. Vous dites... Je préfère à Giscard et à Chirac. En Amérique, ça ne fait pas un drame. Il y a des gens, des acteurs, des artistes qui soutiennent tel président plutôt tel autre. Bon, mais c'est à peu près mon seul acte politique. Et cette phrase que vous venez de citer sur Mitterrand, je citais un peu inexactement d'ailleurs, c'était je vote Mitterrand. Je vote Mitterrand depuis des années, les yeux fermés. Maintenant, en plus, je me bouche les oreilles. Ça, c'était une pique pour Mitterrand, qui avait fait justement un discours un peu d'ouverture, en disant qu'il y avait des bons... C'est bien pour ça que je vous disais plus fermé qu'une certaine ouverture. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des bons, mais il n'y a rien de commun entre... Il y a des gens dans ce qu'on appelle l'opposition, la droite, etc. Enfin, vu par moi, en tout cas, je me demande ce qu'ils foutent là. Compte tenu de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Michel Noir, je le trouve très fréquentable, vous voyez, c'est quelqu'un... Bon, Simone Veil aussi, Bernard Stasi aussi. Mais je trouve qu'ils n'ont rien de commun avec Jacques Médecin, effroyable maire de Nice, ou Pasqua dans ses mauvais moments, ou Pandro quand il fait assassiner Malik Oussekine, vous voyez. Alors là, vous parlez d'indignation. Là, je me réveille. Sinon, j'essaie de faire rire. Alors cet été, vous avez lu les journaux, ça je sais que vous ne pouvez pas vous en passer, vous avez regardé la télé, et je sais aussi que ça vous a donné matière à justement ce que vous disiez tout à l'heure, à préparer pour votre prochain spectacle déjà une revue de presse. Alors, je fais court là, parce que c'est pas le Zénith, ici. Il y a moins de public. Dans le studio. Ah oui, dans le studio, oui, c'est ça, oui, j'oublie toujours. Ah oui, c'est en direct, il y a du monde en ce moment. Ah oui. Ben voilà, alors attendez, je vais prendre mes lunettes parce que vous savez que je ne rajeunis pas et en plus cet éclairage tamisé ne m'est pas favorable. Alors donc le premier sujet de ce bloc-notes de l'été, c'est l'été justement. Je sais pas vous, mais avec tout ce qu'on nous prédisait, tout ce à quoi on a échappé, je suis encore tout étonné d'en être revenu vivant, moi. Entre les coups de soleil qui pouvaient virer au cancer de la peau, le sinistre mélanome, les seringues hypodermiques dissimulant le sable à seule fin de filer le sida à nos gosses. Je ne sais pas si vous l'avez su, mais cette année, sur les plages françaises, pour les enfants, la tongue, c'était devenu le préservatif des pieds. Les scooters des mers qui vous explosaient dans la tronche comme des exocètes. Il y a eu des incendies aussi dans le sud de la France qui ne m'ont pas laissé insensible, d'autant que je ne passais pas mes vacances en Normandie. Vous savez que dans certaines dans la région où je me trouvais, par exemple... les incendies ont été éteints de justesse par les inondations. Vous mettez ça dans un film, on vous dit c'est trop. Mais c'est la vie qui est trop. La vie est too much, comme disent les jeunes. Alors on pouvait toujours essayer de se changer les idées le soir dans les boîtes de nuit, mais même la nouvelle danse à la mode, là, vous l'avez sûrement dansé. La lambada. Je vous connais, la lambada, la fameuse lambada. On lui a donné un nom de maladie intestinale. Je suis content d'être rentré. L'été prochain... Au lieu de claquer bêtement mon fric sur le littoral, je vais prendre ma femme et mes enfants par la main et on va tous aller faire une cure de sommeil à la salpêtrière. Mais là encore, il va falloir se méfier parce qu'il paraît qu'il y a plein d'anesthésistes dépressifs qui vous débranchent au bout de 10 minutes. Et voilà, c'est bientôt l'automne. Et vous, alors, Anne Sinclair, ça va le mari, les enfants Je vois que rien, ce qui est profondément sérieux, ne vous a échappé cet été. Moi, je suis étonnée que vous ne m'ayez pas parlé de Brigitte Bardot, de son âne et de son dégoût de Saint-Tropez. Je vois où vous voulez m'entraîner. Je vous connais. Vous voulez parler de la castration de l'âne de Brigitte Bardot. Je vous laisse libre du choix de terrain de votre commentaire. Non, c'est pas moi. C'est une histoire privée entre cet âne et cette femme. Elle lui a fait couper les couilles. Moi, à la place des hommes qui sont passés dans la vie de Brigitte Bardot, j'aurais un frisson rétrospectif quand même, parce que, bon, à mon avis, il devait y avoir des photos de... Parce qu'on sait, l'âne est un animal très expressif. On
dit bandé comme un âne. Non, mais vous avez voulu m'attirer sur ce terrain, Anne Sinclair. Et ben voilà. Il doit y avoir des photos de Bardot du temps de sa splendeur, et la bête n'a pas résisté. Mais je trouve qu'elle a... on a le même âge. Non, j'ai l'air de blaguer, Brigitte Bardot, mais on est de la même génération. J'ai même débuté avec elle dans un film. Mais je trouve que... Je la trouve... là, elle veut quitter Saint-Tropez parce qu'elle trouve qu'il y a trop de gens tout nus, et puis que les mœurs sont dissolues. Tout ça, pour une fille qui s'est quand même fait connaître plus comme stripteaseuse comme actrice, je la trouve un peu... un peu prude. Oui, un peu vertueuse, ces années-ci. Voilà. Alors, votre revue de presse, en effet, a pris le côté plaisant des catastrophes qui nous guettaient. Pour tout dire, ça me paraît un peu hexagonal, et pour être un peu plus sérieux, j'ai le sentiment que la Chine et sa normalisation auraient pu faire partie de votre revue de presse, non? Oui, c'était aussi une comédie musicale, la Chine, oui. J'ai noté des choses sur la Chine aussi. Ça avait bien commencé. C'était même assez gai au début, tous ces jeunes gens qui fêtaient le bicentenaire à leur façon. J'étais tellement enthousiaste au début que j'ai failli envoyer un télégramme de félicitations à Jacques Lang et à Jean-Paul Gaultier. Et pour une fois, la retransmission à la télévision était réussie. Hein. Et puis bon, à un moment, voilà, ça s'est gâté. Deng Xiaoping et sa bande de vioques ont commencé à se mélanger dans les couleurs. Sur la place Tiananmen, il y a eu un peu trop de rouge dans le jaune. Moi, je regardais tout ça, impuissant, pétrifié, devant mon écran de télé. De temps en temps, pour me détendre, je zappais sur Roland Garros, ce jeune Chang, hein, vous vous souvenez, Chang, oui. Quel champion, qui a gagné quel justement talent. Pendant le. Ça pendant faisait les plaisir, en événements plein Pékin. massacre de Pékin, ça faisait plaisir de voir un petit Chinois qui renvoyait les balles. Alors, vous irez. Je fais l'andouille, évidemment. Ça m'a bouleversé, la Chine. Ça m'a bouleversé. Sur le moment, ce qui est terrible, c'est qu'on regardait tout ça et qu'on a souvent dit... Je sais qu'on va en reparler, mais on a souvent dit si la télévision avait existé du temps d'Auschwitz, ça n'aurait pas eu lieu. Ben si, ces choses-là peuvent avoir lieu, et on est les témoins impuissants. Je me sentais aussi impuissant qu'un ministre des Affaires étrangères devant mon poste. C'est-à-dire qu'on a su ce qui s'est passé pendant les événements de Pékin, parce que la télévision notamment était là, et qu'on n'a jamais su ce qui s'était passé pendant la révolution culturelle. Où la télévision n'était pas. Et il y a des gens qui ont fait paraître une lettre ouverte. J'ai relevé un nom que je ne citerai pas, d'un ancien maoïste qui a très très bien avalé la révolution culturelle et qui demandait à Mitterrand d'être un peu plus ferme avec la Chine. Et je pense qu'il y a des gens qui envoient des lettres ouvertes et qui feraient mieux de fermer leur gueule. Mais vous ne pensez pas qu'on a le droit d'évoluer et d'avoir été maoïste, l'avoir assumé, l'avoir reconnu mais il y a des gens qui le critiquer soi-même aujourd'hui. Ça les démange et ils se grattent sur la peau des autres. L'armée, maintenant. Est-ce que vous êtes le mieux qualifié pour nous parler de la chose militaire? Parce que, d'après mes souvenirs, il n'y a jamais eu de folle histoire d'amour entre l'armée et vous. J'ai été réformé pour maladie mentale pendant la guerre d'Algérie. Oui. Et ils avaient besoin de viande à l'époque, donc il fallait vraiment que je sois atteint. Oui. Sinon, l'armée, je ne sais pas ce qui se passe là. En fait, ils me font un peu l'effet, et je veux surtout pas attaquer l'armée française publiquement, mais ils me font un peu l'effet d'une troupe de théâtre qui ne ferait que les répétitions de la pièce, mais qui la jouerait jamais. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont nerveux. Enfin, de temps en temps, ils font des galas. Ne regrettez pas qu'ils ne jouent jamais la pièce. Non, je ne regrette pas. Mais je veux dire, ça les rend un peu nerveux. Et du coup, ça rend nerveux le ministre aussi. Parce que je ne crois pas non plus, après cette blague que je viens de dire, je ne crois pas qu'il y a un Pinochet qui se cache derrière ces képis-là. Et encore moins dans la gendarmerie, parce que ça commence avec les gendarmes. Mais est-ce que plus sérieusement, est-ce qu'on ne peut pas penser que, après tout, il pourrait avoir aujourd'hui, dans la fin des années 80, droit d'expression, justement parce que peut-être ils sont en répétition générale permanente et que la guerre n'est pas là, que peut-être les militaires pourraient avoir le droit de s'exprimer. Est-ce que ça vous semble insupportable? Moi, je pense que même les soldats ont le droit de s'exprimer. Je veux dire que la base aussi, pas seulement les officiers. Je pense que ça doit commencer justement à la base. Et donc il y a ce qu'on appelait la Grande Muette, c'est un grand mystère pour moi, en effet. Alors la Colombie, même quand on décide de tout brocarder, de tout prendre par le côté dérisoire, il y a des sujets sur lesquels vous ne devez pas avoir envie de rire ou de faire rire. La drogue, par exemple.
Mais vous savez, c'est après, c'est quand je fais mon travail que j'essaie de dire ces choses-là en riant. Mais sur le moment, je suis comme tout le monde, je regarde et je suis sidéré, atterré. Alors que faire? J'ai pas de solution. Hein. Est-ce qu'il faut faire la guerre pour ça? Est-ce qu'on va recommencer le Vietnam pour... Mais ils sont tant que ça, tous ces trafiquants, pour qu'on puisse leur envoyer l'armée américaine au grand complet. Une puissance financière formidable. Bon. Ben, ça n'est pas à l'honneur des économies de la planète, ça, parce que je pense que tout le monde en croque plus ou moins, hein, quand même, de cet argent-là. Oui, dans beaucoup de banques occidentales, il y a de l'argent blanchi par la drogue. Supposé. Le Liban, on a vu des images tout à l'heure de la semaine, mais tout l'été a été rythmé par les dures images libanaises. Vous les regardiez, vous aussi, consciencieusement le soir avant d'aller vous coucher? Je regardais. Et je regardais sans rire. Je regardais sans rire parce que on s'étonne qu'il y ait encore des maisons à abattre. Les seuls qui aient vraiment de l'avenir au Liban, ce sont les promoteurs immobiliers et les agents immobiliers. Parce qu'il va falloir remonter tout ça. Sinon, tout le monde tire sur tout le monde. Ce que je trouve un peu bizarre, ce sont ces gouvernements qui demandent le cessez-le-feu, qui appellent au cessez-le-feu, et puis qui peut-être, pour certains en tout cas, vendent des armes à ceux qui s'entretuent. Vous voulez parler de qui? Je ne désigne personne. Me désigner? Non, mais je ne suis pas sûr de ce que je crois. Ah bon? Tout le monde, alors, peut-être. La mission humanitaire française, appuyée par un certain nombre de forces armées. Oui, ça m'a épaté, ça. Ça vous a épaté, vous voulez dire, vous trouvez ça bien? Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y connais pas grand-chose dans ce domaine, mais ça m'a fait à peu près l'effet de la Croix-Rouge si soudain on remplaçait les ambulances par des automitrailleuses à la place des blessés. J'aurais peur. C'est-à-dire quoi? Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de moyens humanitaires et trop de moyens guerriers ou qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que ça a fait sourire tout le monde. Le côté, je sais pas, je me souviens d'un dessin de Loup, je crois, dans Libération. On voyait Mitterrand en amiral. Il disait, ceci est une mission humanitaire, vous êtes cernés. Bon, c'est vrai que ça fait sourire, mais encore une fois, moi je suis pas un stratège. Je suppose que pour faire certaines choses au Liban, il faut s'en donner les moyens. Et peut-être effectivement que cette force de dissuasion, car il y avait quasiment toute la flotte française qui était là, on en a retiré un peu. Mais enfin, il y a un côté bataille navale qui était bizarre. On a parlé de la Pologne il y a quelques minutes, mais tous les pays de l'Est ne bougent pas au même rythme. Le gouvernement hongrois a démantelé depuis mai dernier les barbelés, le rideau de fer qui séparait la Hongrie de l'Autriche et qui depuis 40 ans interdisait aux Hongrois de sortir librement. La RDA en revanche, l'Allemagne de l'Est, résiste à tous les vents du changement et depuis le début de l'été, c'est par milliers qu'on compte les Allemands de l'Est qui ont profité de leurs vacances en Hongrie pour faire la belle et passer en Autriche. Le gouvernement est-allemand reste un des plus staliniens de l'Europe de l'Est et juge sévèrement la perestroïka de Gorbatchev, mais malgré le régime, cela bouge en RDA, par les jeunes, par le rock, par la culture. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet d'une RDA qui bouge, mais de l'intérieur, sans que ça se voit trop? Oui, c'est très émouvant parce que ce sont mes frères, les artistes, les écrivains, ce sont aussi vos confrères, les journalistes, qui s'expriment, et ça part de là souvent. C'est de là qu'on prend la température de la liberté. On parle de liberté d'expression, mais de liberté, tout simplement. Et... Encore faut-il que les institutions le permettent de le traduire sur le plan politique. Je pense que Gorbatchev aura vraiment réussi sa glasnost et sa perestroïka quand les gens auront envie de sauter le mur dans l'autre sens. Oui, c'est pas tout de suite. D'ouest en est. Là, il y a encore du boulot, je crois. Vous êtes allé à l'Est récemment ou pas? Non, pas récemment. J'avais été question que j'aille en Pologne, mais enfin, à un moment, c'est pas fait. Non, j'ai tourné un film. Visiblement, vous avez de la curiosité pour ce qui se passe là-bas. Et vous n'avez pas envie d'aller voir? Vous savez, il y a un devoir d'ingérence dans les pays étrangers. On doit savoir ce qui se passe ailleurs aussi. Et c'est souvent en plus beaucoup plus fort et beaucoup plus important, même pour nous.
Ce qui se passe en ce moment dans les pays de l'Est, je ne crois pas qu'un homme tout seul, Gorbatchev, puisse tout changer, mais c'est presque plus passionnant que de savoir si François Léotard va succéder à Jean-Claude Gaudin comme président du groupe UDF à l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est presque... ça me prend aux tripes, vous voyez, presque autant. Presque autant. À propos du devoir d'ingérence... En tout cas, j'étais en Roumanie il y a 20 ans, et je peux vous dire que certains camarades de l'équipe qui étaient au Parti communiste français ont déchiré leurs cartes en rentrant. À propos du devoir d'ingérence, encore une fois, vous avez signé la pétition universelle de Bernard Kouchner. Absolument, oui, je signe moins ces temps-ci. D'abord, on me demande moins. Il y avait Simone Signoret avant qui me mettait sur les coups, si je puis dire. Alors on me demande moins. Mais celle-là, je l'ai signée parce qu'elle me paraît évidente. Et je suis toujours très choqué lorsque certains ministres, je pense particulièrement à l'Algérie, à ce qui s'est passé l'année dernière en Algérie, à peu près à la même époque, et notre ministre des Affaires étrangères de gauche, Roland Dumas, qui est un homme charmant d'autre part, je l'ai trouvé un peu frileux à l'époque. Un peu diplomate. Oui. Expliquez-moi pourquoi les malheurs ou les bonheurs à la cour d'Angleterre deviennent subitement risibles alors que c'est un drame d'un couple. Oui. Non, c'est pas un drame. J'ai vu la photo de son amant, il a l'air pas mal. Non, c'est pas un drame, je crois pas. En tout cas, il paraît que c'est lui, Mark Phillips, qui a la garde des chevaux et elle a le droit de visite pour la moitié des grandes et des petites vacances. Bien. La politique française, on y vient, on a vu, voilà, c'est la rentrée. On a vu François Léotard et Michel Rocard. Et sans déflorer votre livre, dont vous aurez l'occasion de parler, notamment Apostrophe, moi, j'ai relevé une méchanceté sur chacun. Ah bon? Oui. J'ai oublié. Je vais vous rappeler. À propos de François Léotard, vous dites ceci: leur grand truc, dès qu'on les asticote un peu, c'est tout de suite diffamation. Mais dire que Léotard est un faux cul et que Michel Droit est un vrai con, ce n'est pas de la diffamation, c'est de l'information. Dit par vous, ça a l'air d'être un poème. Quant à Rocard, vous dites ceci: Rocard, son modèle, c'est Mendès France. Mais enfin, si on voulait être un peu cruel, on pourrait dire que Rocard est à Mendès, ce que Francis Huster est à Gérard Philippe. On ne sait pas d'ailleurs pour qui c'est le plus cruel. Non, c'est un constat, quoi. C'est un assez bon acteur, Francis Huster. Et Michel Rocard? C'est un assez bon Premier ministre. J'ai vu les sondages, là. Les gens sont contents. Oui, vous, je déteste pas Michel Rocard. Simplement, toute cette bataille de succession qui a déjà commencé, c'est des grandes manœuvres déjà pour savoir qui sera véritablement le dauphin de Mitterrand. Mitterrand va très bien. Il va falloir patienter. Voilà. Et ça n'est pas... Je veux pas jouer les poujadistes, faire de l'anti-politicien, le côté, tous pareils, tous pourris, ça, on a beaucoup parlé là-dessus. C'est pas tellement mon truc. Mais vraiment, on a l'impression qu'ils n'apprennent rien. Et de les voir déjà se battre pour la place... ça n'est pas étonnant qu'il y ait aussi peu de monde quand ils font des élections. Mais dit comme ça paraît en effet assez trivial de se battre pour la place de successeur. Mais après tout, la politique, le gouvernement des hommes, le gouvernement des choses, c'est aussi savoir qui, à un moment donné, sera le leader et prendra les choses en main. Donc c'est pas forcément méprisable. Oui, sauf que d'abord, vous savez l'histoire qui se balade un peu dans les couloirs de l'Assemblée, on me l'a raconté, elle vient de sortir. Il paraît que c'est un type assez bien placé dans le Parti socialiste qui la raconte. Il dit Mitterrand est un type très honnête, très très honnête. Il laissera le Parti socialiste exactement dans l'état où il l'a trouvé en arrivant. Bien. Ouais. Et ben voilà. Et Rocard. J'ai des copains là-dedans, moi. Oui, ça, je crois qu'on avait compris. Oui. Mais ça ne vous empêche pas de ratisser large. Oui. Non, c'est pas ça. Non, c'est que je suis assez désolé par certains spectacles. Voilà. Quant à Léotard, vraiment, alors on parlait de sportif, c'est vraiment une course de slalom. Il faut le suivre, lui, entre Giscard, les rénovateurs, il est avec les vieux, il est avec les jeunes, voilà. Il ne sait plus où il habite. C'est dommage, parce que... Est-ce que vous trouvez pas que... son frère, l'acteur.
Philippe Léotard. Oui. Et bon, j'ai rien contre cette famille. Et lui, quand il est arrivé, il était assez frais, mais je trouve qu'en politique, on vieillit terriblement vite. Est-ce que vous ne trouvez pas, là, par exemple, en disant ce que vous dites plaisamment, et c'est drôle, mais est-ce que vous ne trouvez pas que vous allez exactement dans le sens du poil ? Là, justement, vous qui aimez bien prendre l'opinion à contre-pied, moi je m'attendrais à ce que vous fassiez une défense du politique et des hommes politiques. Non, je m'aventurerai je ne vais pas dans le sens du poil. Mais là, vous savez bien que tout le monde tape sur les politiques, la désaffection de la politique, et en fait, vous allez un peu dans le courant du moment, là. Non, je ne vais pas dans le courant du moment, c'est que le public ne peut pas avoir tort. C'est comme dans le spectacle. Quand un spectacle ne marche pas, c'est que peut-être il faut revoir des choses. Les politiciens ne sont pas des gens qui sont au-dessus de la mêlée. Ils n'ont pas toujours raison. Et non, je ne veux pas me faire traiter justement de poujadiste, ce que je ne suis pas. Je suis un homme très sérieux. Mais non, c'est vrai. Et simplement... par moment, on doit pouvoir être d'accord avec la majorité de ses concitoyens. Oui, ben voilà, il doit y avoir quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Ce soir, Guy Bedos est d'accord avec la majorité des citoyens. C'est quand même une grande nouvelle.